Salut tout le monde, c'est Eric Legloire du podcast The Sales Game. Et aujourd'hui, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Et je reçois Harold Gardas, directeur général et cofondateur de Com. Ça va comment, Harold ? Ça va, nickel. Salut tout le monde, salut Elric. Merci de me recevoir à toi. C'est trop cool. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir accepté justement l'invitation. Et je suis super content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui est l'impact d'un vendeur justement dans une startup. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous donner rapidement ce que tu fais et te présenter ? Ok, cool. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu, un peu dans le détail. Et donc, en gros, Harold Gardas, j'ai 27 ans, serial entrepreneur entre guillemets dans l'âme parce que j'ai monté pas mal de boîtes. J'ai commencé à ça il y a 6-7 ans. J'ai monté ma première boîte avec Olivier Ramel, le CEO de Kimono, que tu avais interviewé aussi ici, il me semble. Et donc, on a monté une première boîte qui était dans les boissons relaxantes. Ça s'appelait Ilo. On a revendu. Ensuite, j'ai monté une seconde boîte qui s'appelle Tatami, dont on va beaucoup parler puisque c'est lié justement à la problématique des sales dans les startups. Et aussi actuellement une startup qui s'appelle Com, qui est en fait dans l'audiovisuel. On rend les vidéos de communication accessibles à tous, parce que c'est vrai qu'on est dans un marché, dans un écosystème qui nécessite d'avoir des vidéos de communication pour n'importe quelle typologie de business. Le problème est que ça coûte très cher quand on passe par des parties tiers comme des agences. Et donc nous, on propose une solution hybride à ça pour pouvoir proposer des vidéos à moindre coût. Voilà pour faire simple. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer donc du coup pourquoi c'est important d'avoir un vendeur dès le début dans une startup ? Yes, et ben écoute, quand on est dans une startup, on sait tous que c'est des moments qui sont extrêmement importants sur le premier run qui est souvent entre 1 et 6 mois parce que tu as tout qui est en train de se structurer, de se construire. Et forcément, pour pouvoir survivre, quand on n'a pas forcément un capital qu'on implémente dès le début d'une aventure, il faut qu'on puisse faire rentrer du cash très, très concrètement. Et là intervient le sales. C'est la personne qui, in fine, même si jamais il y a plein de parties prenantes dans une entreprise qui permettent à terme de pouvoir avoir de l'argent, ça va vraiment être le sales qui te le ramène dans le dur. Donc, du coup, de partir avec un sales dès le début, ça permet de, encore une fois, commencer à comprendre ton marché en faisant un test en direct. C'est-à-dire que, par exemple, pour Ilo, notre première boîte, notre tout premier recrutement, c'était un sales. Alors, on avait vraiment mis l'ensemble de nos pépettes dedans parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. On était en plein début de création d'entreprise. Mais on a quand même fait l'effort financier de se dire, OK, on en recrute un. Donc, c'était en freelance au début, peu importe le modèle. Et la personne est allée directement sur le terrain pour essayer de pouvoir commencer à récupérer les premiers clients. Et il s'est avéré que, tu vois, on s'est très rapidement rendu compte qu'au final, le modèle économique n'était pas forcément le mieux parce que quand le sales allait démarcher des prospects, ça ne prenait pas aussi bien qu'on le souhaitait. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait une petite coquille. Donc, en fait, à la fois un sales, ça va te permettre de ramener des sous pour ta boîte et aussi et surtout pouvoir améliorer et verrouiller ton modèle économique. Parce que souvent, quand on crée un BP, quand on a un business plan, quand on est en train de se dire OK, comment ça va fonctionner sur du moyen long terme, on a une vision qui est assez erronée de ce qu'est la réalité. Parce que c'est vrai qu'entre le théorique de ce qu'on apprend et de la manière dont on projette les choses, c'est souvent un peu différent. C'est très différent. Et justement, j'allais te demander, quand vous êtes rendu compte que votre business model ne fonctionnait pas, tu peux nous expliquer justement, vous vous êtes rendu compte de quoi ? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, on s'est rendu compte, et c'est une erreur majeure. Donc, juste pour rappeler la boîte, donc Ilo, boisson énergisante, enfin apaisante, autant pour moi. L'inverse de boisson énergisante. Boisson apaisante. Donc, on était dans vraiment le marché du bien-être qui était assez actuel il y a 5-6 ans et qui l'est encore d'ailleurs maintenant. Je mets juste dans le contexte parce qu'on estimait que ça allait vraiment être un marché B2C ou en direct, un petit peu en mode en grande surface, tu peux trouver ces boissons-là. Et il s'est avéré que quand on a envoyé nos sales en GMS, donc sur vraiment la partie supermarché, voilà, grande distrib, il s'est avéré qu'on s'est fait bouffer en 2 secondes. Les mecs nous disaient que soit ils nous prenaient quasiment 100% de nos bénéfices si on en générait, et avant même ça, il fallait que le produit, on ait pu prouver qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient intéressées. Donc ça collait absolument pas. On s'est dit OK, on va peut-être essayer. On était jeunes. On s'est dit on va peut-être essayer de shooter ça sur le website. Donc avec notre love réseau, on va essayer d'aller pusher un petit peu certainement. Donc ça s'est fait, mais c'était plus par curiosité et l'envie de nos proches de nous aider plus qu'autre chose. Donc on s'est très rapidement dit OK, il y a un souci. Il faut d'abord qu'on génère une communauté et qu'on prouve qu'on a un produit qui est sexy et qui plaît avant même de pouvoir commencer à s'adresser sur ce marché-là. Donc du coup, on a réaxé le tir. On s'est dit, OK, on va essayer d'aller taper des marchés un peu plus spécifiques. Donc, on allait chercher des hôtels. On s'est dit que c'était plus simple d'approche.
et que c'est vrai que dans certains hôtels, tu as plein de produits, un peu de relaxation, de bien-être, etc. Donc, on a commencé à vendre là-dessus. On a réussi à faire une première vente. Alors, on était un peu en mode fake it until make it que nous apprend un peu The Family. On est arrivé premier hôtel, je me rappelle encore, avec Romain, donc notre premier sales. Et on s'est dit, on allait voir le mec au culot. C'était un tout petit hôtel. Et on lui a dit, OK, on a déjà une quarantaine de clients alors qu'on n'avait absolument rien du tout. Est-ce que vous voulez faire partie de notre pool de clients et autres? Et donc, après de petites négociations, on a réussi à vendre nos 20 premières canettes, ce qui était absolument rien du tout. Pour nous, c'était dingue. Et donc, on a commencé comme ça à se dire, OK, l'hôtellerie, c'est peut-être un marché. On réaxait notre discours commercial en fonction des retours qu'on avait de nos prospects. Et petit à petit, ça s'est acheminé comme ça. Donc, voilà, l'intérêt d'un sales, c'est encore une fois de ramener de l'argent et aussi et surtout de pouvoir valider, structurer et modeler ton modèle économique. Ok. Et justement, comment ça vous est venu l'idée de démarcher les hôtels? Alors, c'est une bonne question. Pareil, on avait fini un petit peu tous nos potentiels clients. Donc, on avait la partie B2C. Ensuite, on s'est dit forcément un truc qui pouvait marcher, c'était tout ce qui était salon de bien-être, spa, tous ces créneaux-là qu'on a abordés, mais qui n'étaient pas forcément friands de produits comme celui-ci. Et l'hôtellerie, en fait, ça nous est venu parce qu'on avait un de nos potes qui est du milieu de l'hôtellerie, qui a fait Vatel, et qui nous a dit que lui, le directeur de son hôtel, était à la recherche de produits de plus en plus innovants et en tout cas qui répondait à une problématique un peu de bien-être, parce que c'est un des sujets dans leur hôtel. Et c'est comme ça qu'on a fait une intro avec cette personne en question, avec qui on n'a pas closé d'ailleurs, mais ça nous a mis la puce à l'oreille. Et c'est vrai que de manière naturelle, on peut se dire qu'un produit, une boisson apaisante, ça n'a rien à voir avec le marché de l'hôtellerie, mais au final, ça a plutôt bien collé. Et le fait d'avoir des grands noms hôteliers, ça nous a aussi permis d'aller ouvrir sur d'autres typologies de prospects. Et voilà. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Et encore une fois, on était très jeunes, on était mal préparés, on y allait un peu la tête dans le guidon, même si c'est parfois une très bonne chose à faire. Là, il aurait fallu peut-être 1 ou 2 mois de préparation avant, parce que voilà, c'est majeur. Et je ne sais pas si on en parlera, mais la partie structuration de la manière dont tu vas attaquer ton marché, c'est quasiment déterminant sur la qualité de tes résultats. Ouais, on va en parler justement après. Mais juste avant ça, pour terminer, tu as dit justement vous êtes passé donc du coup de la GMS, enfin sur les GMS, après sur les hôtels, et tu as dit que ça vous a ouvert sur d'autres types de prospects. Vous avez prospecté quel type de prospect après ça? Ensuite, on est allé dans des boutiques de Oui. quartier. Donc là, c'était vraiment dans le dur, porte à porte, pour aller essayer de séduire certaines petites boutiques qui s'ouvrent. Et surtout que c'était il y a 5 6 ans, c'était quand même le moment où il y avait de plus en plus de restos qui s'ouvraient. Donc Ok. on est allé les voir en porte à porte. On a 2 3 potes qui ont monté des restos avec qui on a essayé de toucher un peu notre produit pour pouvoir commencer à mettre des noms en plus sur nos clients. Et on a essayé des petits coups de com'. Donc je me rappelle qu'on faisait des partenariats. On avait essayé d'en faire un avec les Petzouilles, qui est un restaurant à Paris qui est trop cool, où on avait mis tout en place un petit champ d'action de communication qui était assez cool. Donc, ça nous a ouvert sur la partie restauration. On a fait ça, parce que tout ça, ça s'est fait sur 6 mois. Ça a duré 1 an et demi en tout. Première année, on a levé quelques fonds sur My Major Company, qui était une plateforme de financement participatif. Donc, il y a eu un gros travail à faire là-dessus. Ensuite, on a fait le tour de France des laboratoires pour trouver le laboratoire qui allait concevoir notre recette. On ne connaissait absolument rien à ça, donc on s'est formé sur le terrain, donc c'était très long et fastidieux. Et ensuite, sur les 4 6 derniers mois, on a commencé à essayer d'être dans le dur et de vendre des produits dont je te parlais. Et rapidement, on s'est fait racheter. Donc, on n'a pas eu le temps de tout structurer, de tout modeler et d'avoir une opportunité un peu de dingue qu'on a saisie. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a pris fin sur une vente. Sur une revente. Bah, ouais, au moins ça se finit bien. Plutôt, ouais, C'est... bon, c'est pas des millions, hein, je sais pas pour Non, ceux non, qui peuvent. mais c'est toujours mieux que ça se finisse comme ça que d'autres. Enfin, il y a d'autres chemins qui peuvent se prendre. Justement, pour revenir sur ce que tu disais, sur la structure, justement, de quand tu te lances, Ouais, du coup, qu'est-ce que tu aurais fait de façon différente sur ce que vous avez ouais. fait? Ouais, et ben écoute, on aurait mieux préparé par exemple un aspect de communication. On aurait vraiment préparé un espèce de premier petit buzz pour pouvoir lancer notre produit. Là, au final, on l'a fait un peu à l'ombre des projecteurs, et ce qui est vraiment, vraiment dommage, parce que ça aurait pu nous permettre déjà d'un point de vue, enfin, d'un point de vue confiance, d'être mieux, parce que c'est vrai que si jamais tu as une dizaine, une centaine de personnes qui sont derrière toi, c'est mieux que quand tu pars un peu from scratch en direct. Et vraiment verrouiller le modèle économique. Non pas se tester. C'est très bien de se tester sur le marché, sur le terrain, et de se dire, OK, ce qui marche pas, on réajuste le tir, etc. Mais c'est aussi bien de le travailler un peu plus en amont, et on aurait dû anticiper le fait qu'en GMS, c'était beaucoup trop compliqué. Parce qu'on sait que c'est un marché, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, c'est un marché qui est très, 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 très dur à pénétrer. Et on aurait dû ne pas perdre d'énergie là-dedans, à faire 2 3 mois dans le dur pour essayer d'avoir un client qui, en plus, nous aurait pris même plus 90% de notre bénéfice.
Donc voilà, plus structuré en amont la partie démarche commerciale qu'on aurait dû prendre. Ok. Et donc tu nous disais aussi les sales justement ça vous servait, enfin surtout pour le revenu et pour améliorer le business model. Est-ce que ça vous a permis aussi de, bah, justement tu étais en train de dire que ça t'a permis de voir ce qui marchait pas. Et grâce à ça, tu as eu des retours aussi des clients grâce aux sales? Ouais, beaucoup de nos potes à qui on a poussé encore une fois les produits. Et Ah, ça, c'est constructif. Et pareil, ça on en revient au sales parce que le sales, c'est non pas juste avoir un nouveau client et le lâcher, c'est aussi la oui. fidélisation. Et sur la fidélisation, tu peux faire de l'upselling, du cross-selling, etc. Et aussi avoir des retours sur ton expérience en tant que client. Et c'est absolument majeur. Et là, on a eu des retours sur le prix. On avait vraiment shooté comme ça en mode. Parce qu'on achetait le produit à l'ancienne, on le vendait 2 euros tout rond. On était parti du principe qu'on voulait être transparent, pas faire de 1,99 € et autres. Donc c'était 2 euros tout rond. Et je crois qu'on payait la canette 1,59 €, je crois, la canette, ce qui est mais démentiel, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas levé énormément, donc les quantités étaient assez petites. Ouais. Et les coûts unitaires étaient très chers. Donc voilà, mais le produit était trop cher, à 2 euros. Après, c'est un positionnement qu'on a voulu prendre parce que c'était assez haut de gamme, c'était made in France, c'était le positionnement qu'on a pris qu'il faut assumer. Maintenant, je pense qu'on n'y croyait pas suffisamment. Parce que quand tu ne crois pas suffisamment au produit que tu vends ou au service que tu vends, tu n'es pas crédible face à ton prospect. Et ça, c'est une des key-values d'un vrai sales, c'est de se dire, un mec, soit déjà il y croit dur comme fer, soit il arrive à montrer qu'il y croit. Et c'est une vraie skill. Vraiment, c'est une vraie skill. Et tu penses que c'est une des choses qui a fait que vous avez eu du mal à prospecter des clients, ça? Ou trouver des nouveaux clients? Le fait de ne pas croire. Ouais, Alors, c'était moins sur le produit parce que c'était notre premier bébé, on y croyait dur comme fer, que plutôt sur le positionnement qu'on avait pris d'un point de vue budgétaire, donc de coût. ok. Ça paraît, moi, je trouve que maintenant, tu vois, posteriori, 6 ans après, je me dis que c'est quand même pas dérisoire. Maintenant, c'est vrai qu'au moment, je me rappelle très bien qu'avec Olivier, on discutait, on disait, on va essayer de mettre ça à 2 euros. On avait commencé à faire une espèce de petit plan prévisionnel financier en se disant, OK, en faisant ça, ça va nous rapporter tant. Donc, c'était un peu à l'arrache et 2 euros, ça nous paraissait démentiel. Et c'est vrai qu'on bégayait un peu quand on parlait à un prospect, on disait, c'est 2 euros la canette. Tu vois, on n'était pas du tout prévu. Et ce qui fait que tu le ressens, un prospect le ressent. Et donc, du coup, c'était peut-être aussi un des éléments, parce que c'était multifactoriel, le fait que c'est pas Ouais. pris autant que c'était. Et ça a été un des éléments qui fait que ça n'a pas forcément pris au bout. Ok. Et justement, bah, avec tout ce que vous avez appris sur les sales, justement, je me demandais quand peux-tu te permettre justement à te dire que tu peux recruter ton premier vendeur? C'est une excellente question, parce que c'est un vrai sujet pour toutes les startups qui sont un peu early. On en parlera peut-être après, mais moi j'étais dans le recrutement pendant quasiment 2 ans, donc je vois un petit peu maintenant les problématiques des entreprises. Et alors, soit, pour moi, tu as dit, de toute façon, tu n'as pas une bonne manière de le faire et une Exact. moins bonne, c'est pas aussi manichéen que ça, tu as différents scénarios. Je dirais que c'est vraiment stratégique. Si déjà tu es sur un produit physique qui nécessite déjà des gros coûts, je pense que in fine, il faut que toi, en tant que fondateur, tu mettes les mains dans le cambouis. Même si tu es un ingénieur, que tu proposes un service, je sais pas, une plateforme tech, il faut que tu ailles dans le dur parce qu'il faut comprendre son marché, il faut comprendre l'ensemble des problématiques. Et tu vois ça, par exemple, pour Hilo, je pense qu'on a délégué beaucoup trop rapidement parce qu'on était beaucoup dans la conception du produit et non pas suffisamment dans le dur de la vente. Ce qui fait qu'on ne s'est pas imprégné de notre marché. Donc, je perds le fil de la question, j'ai tendance à partir à droite à gauche. Mais donc ouais, pour le moment opportun pour recruter, c'est une fois que tu as mis la main vraiment dans la merdoum, tu te dis, OK, j'ai compris mon marché et que forcément, j'ai un minimum et on en vient forcément d'un point de vue financier et budgétaire, j'ai un minimum d'assurance d'un point de vue financier pour pouvoir payer mon premier sales, parce que c'est un coût. Maintenant, un sales, les vrais, c'est assez incentive en variable. Donc, c'est à toi de moduler la chose en sorte que ça ne te mette pas non plus en péril. Parce que sur les premiers mois, c'est majeur d'avoir un truc plus ou moins pérenne. Pardon. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu compliqué comme question, mais je pense qu'il faut se dire au moment où j'ai un produit fini ou un service qui est chiadé, je tente le coup d'apprendre un free au début et puis ensuite voir comment faire pour transformer ça en CDI. Et justement, là, pour Com, là, justement, actuellement, tu as un vendeur déjà qui t'aide? C'est moi qui suis 100% dans la partie 100%. C. Alors après, c'est un sujet qui est différent parce que comme on est dans la vidéo, Oui. on a eu notre vidéo de lancement a très bien fonctionné. On a fait quasiment 200 000 vues là, sur tous les réseaux, donc ça a eu une portée énorme. Je dis pas ça pour l'étaler, c'est juste parce qu'il y a eu des répercussions qui font qu'on a eu beaucoup d'inbound marketing. Donc, Ok. ce qui fait nécessairement à mettre vraiment la patte dans le sale, dans le dur. Donc pour le moment, on n'en a pas besoin.
J'ai des chefs de projet que j'ai pris par contre en CD qui donc gèrent les projets entrants, qui sont très bien. Je pense que demain, c'est-à-dire dans 2 mois, 2 ou 3 mois, si pour janvier 2020, on va recruter. Je pense que tu as vu que sur mon LinkedIn, j'étais à la recherche d'un BizDev là, pour janvier. Et Exact. j'anticipe un peu parce que je sais qu'un recrutement, et ça c'est un vrai conseil que je donne à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise ou pas, mais c'est de ne surtout pas se précipiter sur un recrutement parce que autant un excellent recrutement, ça fait la différence dans ta boîte. C'est-à-dire que tu peux vraiment avec un mec ou une fille, on s'entend, tu peux changer l'avenir de ta boîte. Et à l'inverse, parce que c'est vraiment à double tranchant, tu fais un mauvais recrutement, tu passes du temps à le former pour au final que le mec ou la fille se barre. C'est des coûts qui sont démentiels, donc ça peut vraiment mettre en péril ta boîte, surtout lorsque tu es sur de l'early, à moins d'un an du lancement d'une boîte, donc c'est quand même un petit bébé. Faut faire très attention à ça. Ouais. Ok. Et justement, comment tu sais là que tu en as besoin de ce vendeur-là? Là, tu es arrivé justement au moment où tu connais assez bien ton marché pour savoir que tu as besoin d'une personne qui t'aide sur la vente? C'est ça, voilà. Donc là, à la différence d'Ilo, là, j'ai compris mon marché, je l'ai verrouillé, j'ai vraiment appris de certaines erreurs, je suis en train de construire de nouvelles choses, c'est encore tout neuf. Donc il y a tout à construire et j'ai plein de nouvelles choses qui vont arriver. Maintenant, je pense que j'ai déjà envie de passer sur un volume un peu supérieur puisque le modèle marche, tout fonctionne. Dès qu'on a un lead, ça fonctionne, tout le monde est content, aussi bien nous que le client. Donc c'est parfait. Je voulais absolument ça, qu'il y ait 100% de personnes qui soient contentes. Et maintenant, j'ai envie de me dire qu'au lieu de faire 10 projets par semaine, bah, je puisse en faire 30 et qu'après-demain, je puisse en faire 50 et d'avoir vraiment une vision de volume. Après, volume, on a souvent tendance à se dire, putain, quand on fait du volume, tu délaisses la qualité. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est le faire dans une bonne séquence. Vraiment te dire, bah, je passe pas à 30 projets par semaine si jamais je vois qu'à 20, je galère encore. Et ça, c'est vraiment une erreur que je ferai pas. C'est que je le fais step by step. Si ça prendra un peu plus, si ça prend un peu plus de temps, tant pis. Et d'ailleurs, c'est pas un tant pis, c'est que c'est comme ça. Et puis voilà. Mais là, j'ai envie de passer à un niveau supérieur en termes de volume. Et donc, je pense que le BizDev qui rejoindra l'aventure, qui est très belle, va déjà kiffer et va nous permettre de passer à ce next level. Et justement, comment tu fais pour ce vendeur pour qu'il soit aussi motivé que toi dans ton projet? Parce que généralement, tu entends souvent, bah, tu as souvent des personnes qui se disent, ouais, enfin, le fondateur ou généralement le manager, il dit, ouais, j'essaie de recruter des gens qui sont motivés que moi. Mais généralement, bah, c'est des gens qui rejoignent ton projet et bah, ils seront jamais aussi motivés que toi. Mais justement, comment tu fais pour leur transmettre ça? C'est encore une bonne question. Dis donc, que des questions. C'est pareil. Ton interview. Non, non, bah écoute, c'est vrai que quand tu es fondateur de ta boîte, forcément, c'est ton bébé, donc tu es, Oui. péter comme jamais, c'est une évidence. Maintenant, quand tu es sur de l'early, si on reste vraiment encore sur le scénario early stage d'une startup, il y a un vrai pari à jouer pour un sales. C'est que tu te dis, je me mets dans le pied d'une boîte qui peut potentiellement devenir. Donc, si le mec croit à la boîte en disant, OK, il y a vraiment un marché, il y a une réponse à un marché, c'est de se dire pas qu'aujourd'hui, je rentre en tant que first sales, first employee, mais demain, c'est-à-dire au bout d'un an ou 2 ans ou j'en sais rien, si ça cartonne, le mec devient head of sales, il est incentivé en capital, donc tu as un vrai enjeu là-dessus, donc ce qui décuple ta motivation. Et même si c'est un peu bullshit ce que je veux dire, parce que tout le monde le dit, mais c'est quand même factuel, c'est qu'un sales qui ne croit pas en son service ou en son produit, c'est quand même galère. Donc je pense que pour répondre à ta question, il faut déjà que de base, le sales que tu recrutes, il croit. Après, je ne pense pas Ouais. qu'il faut que ce soit un tordu, un fou de ta boîte dès le début, parce que soit c'est que le mec t'as un peu bullshité, soit vraiment c'est qu'il y a eu un bête de fit et tant mieux, et que le marché, que le service répond exactement à ce qu'il recherchait. Mais je pense que la motivation, ça s'alimente aussi. C'est que tu peux rentrer avec un niveau je te dis n'importe quoi, à 90 sur 100, et que petit à petit, bah, en voyant le marché, l'équipe, le mindset de l'ensemble des fondateurs et autres, ça permet de décupler cette motivation-là et de la rendre quasiment aussi haute que son fondateur. Parce que surtout en first employee, si tu as un fondateur qui partage, qui transmet sa motivation et c'est vraiment fondamentalement vrai et non pas du bullshit, le mec le ressent et ça découle. Et du coup, bah, toujours sur le. On va parler de ta première recrue que tu vas avoir justement en vente. Enfin, tu l'as pas encore trouvée, mais comment tu comptes faire justement pour la trouver? Et ben écoute, donc on reste sur Com. Ouais, sur Pour le... com, là, ouais, bah, comme on est. Là, justement, tu es dans cette problématique-là actuellement. Donc, l'idée, ouais, ce serait de voir. Bah, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu que sur LinkedIn, là, justement, bah, tu as annoncé que tu cherchais ton premier BizDev. Et justement, là, c'est quoi tes idées? C'est quoi ta stratégie justement pour trouver cette personne? Ok. Là, j'ai la chance de ne pas être dans le rush vis-à-vis de ce recrutement-là. Ce qui fait la différence sur beaucoup d'autres recrutements, c'est que quand tu es précipité, tu as tendance à te dire, OK, ce mec-là, j'ai un bon fit, ouais, il est très bien, let's go. Et donc là, tu précipites ton recrutement et c'est un peu dangereux. Donc,
déjà, je recruterai que s'il y a un vrai fit et qu'il y a un vrai truc qui se passe. Et comment ça marche? Alors, encore une fois, étant dans le milieu de la vidéo, comme on communique énormément autour de Com et de nos clients, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent parce que la vidéo, ça devient viral maintenant, surtout de nos jours, et sur les générations qui nous regardent, c'est quand même un sujet. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui souhaitent rejoindre l'aventure, et c'est top. On prend le temps de tous les rencontrer à The Family. Donc là, on a encore nos locaux ici. Donc on les rencontre. Donc, je pense que déjà, je rencontre toujours du monde qui me contacte. Et si un jour bête de fit, et ben, le recrutement il se fera quasiment instant. Comme si jamais je vois qu'en février-mars, j'ai toujours pas eu le coup de cœur, bah, ça se fera pas et c'est pas une pain. Donc voilà. Après, ça c'est dans le monde des bisounours, c'est quand vraiment tu as le mec qui arrive au bon endroit au bon moment, donc c'est cool. Si c'est pas le cas, je pense qu'il faut faire jouer son réseau. Moi j'ai un associé qui vient de ce milieu-là, donc c'est vrai que on dit qu'en connaissant cette personne, tu connais le monde entier. C'est vrai, je pense que tout le monde a suffisamment de réseau pour que si jamais il met la puce à l'oreille à un certain nombre de personnes, tu peux trouver de manière assez smart des gens. Et maintenant, on a des outils comme LinkedIn ou autre, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir cette approche de chasse dans le dur pour aller voir une personne. J'ai plutôt envie que ça se fasse naturellement. Je tourne un peu autour du pot, mais tout ça pour dire que le moment. Pas de souci. On a The Family, c'est un écosystème qui fait qu'il y a énormément de monde qui viennent, qui part, qui bouge, qui reviennent. Donc, je pense que les opportunités vont se créer. Je suis un peu en mode yes man, à aller à droite à gauche dès que je peux. Et je pense que c'est comme ça qu'on se crée un bon réseau, mais dans le bon sens du terme, et qu'on saisit des opportunités de rencontres comme de business. Et donc je pense que ça arrivera de manière hyper naturelle. Ok, et justement, dans cette personne-là, tu as déjà une idée de ce que tu cherches? Ouais. Ouais, vas-y, dis. Ouais, bah écoute, pour te dire, j'ai recruté donc deux personnes, deux chefs de projet. J'en ai un qui avait monté son entreprise, qui s'appelle Guillaume, qui avait créé son entreprise, qui s'appelle La Cavalerie, donc Ok. dans le même univers que de la vidéo, qui connaissait le marché, etc. Je l'ai pris parce que j'ai eu coup de cœur et ça roule extrêmement bien. Et une autre personne que j'ai recrutée qui s'appelle Céline, qui ne connaissait rien au monde de la vidéo, mais rien du tout, et qui pourtant, j'ai tellement eu un coup de cœur humain avec cette personne, elle s'est tellement bien projetée dans l'avenir de Com, elle transpirait la motivation. Et indépendamment de ça, en plus, techniquement, elle est monstrueuse d'un point de vue outillage, CRM et autres, qu'il y a eu fit. Tout ça pour dire que quand je recruterai une personne, ce sera non pas que sur ses compétences ou que sur le feeling, ce sera un peu sur un tout. C'est comme une fille que tu rencontres un soir, c'est pas forcément parfois la plus belle ou celle qui te ressemble beaucoup au caisse, t'as pas de vraie vérité, c'est que tu as un feeling que tu n'as pas ailleurs. Après, ça peut être très dangereux parce que tu peux avoir un feeling à un moment et 6 mois après, c'est plus la même chose. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est bien de faire jouer le feeling Et, humain aussi. et justement, comment tu fais pour ça? Là, tu es en train de parler du feeling qu'au début, justement, tu le sens bien et 6 mois après, ça va pas. Comment tu fais justement pour détecter ça? Déjà, tu as un truc qui est top qui s'appelle la période d'essai qui dit que aussi bien pour la nouvelle recrue et pour nous fondateurs de se dire que si jamais au final ça ne fit pas aussi bien, on se met d'accord et on se dit ok, c'est peut-être le moment d'arrêter. Ça m'est jamais arrivé dans aucune de mes boîtes et j'espère que ça m'arrivera jamais. Et je pense qu'il faut avoir le feeling forcément. Il faut aussi avoir une vision un peu plus long-termiste. Donc à chaque fois que je rencontre des personnes, donc c'est pas en mode entretien, on essaie de se mettre au café devant TF, The Family, et on échange. C'est comment tu vois les choses pour toi et si jamais tu intègres Com sur 3, 6, 1 an, 10 ans. 10 ans, c'est quand même un peu long, surtout dans nos générations qui changent de boulot, mais c'est vraiment d'avoir une vision un peu plus long-termiste pour savoir si vraiment on a une vision commune de se retrouver sur du long terme. Quand tu as une vision à peu près similaire, même si jamais tu vois que la route, tu auras des hauts et des bas, la courbe elle est quand même croissante. Donc, que tu aies des bas dans une courbe croissante, c'est pas un problème, ça fonctionne. Donc je pense que c'est vraiment d'un point de vue vision un peu plus long-termiste que tu sais si jamais ça peut bien coller ou pas. Et justement, tu parlais déjà de ça, de la période d'essai justement qui te sert si justement elle ne fonctionne pas la personne. Et si tu vois au bout de 3 mois qu'elle ne fonctionne pas, justement, tu arrêtes la relation avec cette personne, j'imagine. T'échanges avant quand même Ouais. parce que Ouais, oui, non, bien sûr. je lui envoie juste un mail. Oui, non, c'est fini. Non, ouais. Mais j'hésiterais, tu vois, mais ça m'est jamais arrivé vraiment. Alors, sauf dans le recrutement, où c'est d'autres sujets, parce que c'était pas pour ma boîte, en l'occurrence, donc j'en parlerai peut-être après. Mais je pense qu'il faut aussi avoir suffisamment d'esprit, d'ouverture d'esprit, même si c'est compliqué parfois de se dire, OK, il faut mettre fin à une relation amoureuse, amicale et ou professionnelle. Je pense qu'il faut avoir un peu de recul en se disant en amont, parce que une rupture peut bien se passer si en amont tout s'est bien passé. Tu peux appliquer ça vraiment à ta vie personnelle, professionnelle, tout ce que tu veux. Si jamais en amont tu te dis ok, on tente, on essaye, on joue le jeu à 200%, mais si dans 3 mois, 6 mois, enfin tu détermines un peu d'un point de vue temporel des deadlines, tu dis ok, factuellement
on voit que ça ne fonctionne pas, il faut que les deux personnes aient la souplesse d'esprit de se dire bon bah ok c'est que ça fitait pas, faut pas le prendre pour soi, c'est juste que c'est un matching qui s'est pas forcément très bien fait. Après ça c'est super sympa de le dire en amont quand ça arrive, c'est toujours chiant, aussi bien pour la personne qui dit que c'est fini que pour celle qui reçoit la réponse. Ouais. Euh, mais quoi qu'il arrive, jamais de la vie j'arrêterai une personne en disant ça fait 3 mois, c'est mort, ça marche pas, j'échange. Et tu vois, je re-challenge, je dis ok, on pourrait axer le tir à droite, à gauche. Et si vraiment, in fine, ça marche pas, et c'est le jeu. Il faut aussi voir la réalité du marché qui est qu'il faut que ça fonctionne et si ça fonctionne pas, c'est le jeu. Ouais, c'est parce que je te posais cette question parce qu'en gros, nous là dans la boîte où je suis, en fait, on a un vendeur. Bon, après, c'est différent, on n'est pas là, on n'est pas en mode fondateur parce que c'est à notre niveau, justement. Sur le marché où on est, il y a une personne qui, elle est passée d'un rôle de compte management, donc l'attention clientèle, justement Ouais. dans la partie sales. Et on essaye de lui donner des conseils, de la coacher, justement, sur lui dire comment faire les choses. Et cette personne, justement, elle écoute pas, elle continue à faire ce qu'elle veut. Et justement, on sait pas quoi faire. Ça fait 2 mois, là, justement, qu'on essaye de, on a 1 heure de formation par semaine, plus 1 heure on échange les meilleures techniques que chacun fait. Chacun explique ses process et tout. Et, euh, et il continue à faire ce qu'il veut en fait. Comment tu ferais justement avec une personne comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Il écoute pas enfin, il regarde pas tes podcasts, parce que sinon tu lui annonces cash que tu as eu Non, ton non. coach. Ah non, non, mais après, c'est pas. Moi, je prendrais pas de décision sur ça, mais justement, on m'a demandé de l'aider justement à le pousser justement à se développer et à justement à arrêter justement de faire les choses comme lui pense que c'est mieux. Parce que après, des fois, c'est à toi de te remettre en question aussi, de dire ce que je fais, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire justement pour Ouais, m'améliorer. Et enfin, c'est pas que dans la vente, je pense que c'est dans toutes les situations. Et, non, non, justement, moi je suis pas là pour dire ouais, non, c'est fini avec lui, justement, je suis en train d'essayer de le pousser, mais je vois que je lui dis, j'essaie de trouver, en fait, qu'est-ce qui le drive, qu'est-ce qui le motive justement tous les jours, et même en faisant ça, en sachant que c'est, par exemple, lui, c'est les commissions, et même en sachant ça, elle a pas. ça change pas. Donc, Déjà, le fondateur, je pense qu'il a une bonne approche. Si jamais il avait déjà lui essayé de gérer le problème. Alors, je ne sais pas si vous avez du middle management ou pas. Je ne sais pas combien vous êtes c'est on a, on a. du middle management. Mais en tout cas, si jamais le middle management a essayé de l'écouter, de savoir ce qui marchait pas, donc ce qui est le truc le plus classique, hein, mais c'est bien de le faire. Si ça marche pas, je trouve ça très bien qu'il vous ait responsabilisé vous. Si jamais vous êtes en mode même au même stade avec cet employé-là, Yes. je trouve ça très cool qu'il ait fait parce que si ça ne marche pas sur une approche frontale, il faut essayer d'aller sur les côtés. Si ça ne marche pas sur les côtés, il faut peut-être aller voir derrière. Et en l'occurrence, peut-être que lui, son souci, c'est non pas au boulot des objectifs, de l'argent, c'est peut-être qu'il a des soucis lui personnels et ça arrive quand même assez souvent. Donc peut-être que lui, ce dont il a besoin, c'est peut-être un conseiller de vie perso, donc en mode pote ou autre. Donc c'est hyper compliqué, surtout comme ça, là, en posant la situation de cette manière-là. Mais je Ouais. pense il faut forcément en discuter. Bon, ça, c'est normal. Discuter en dehors du cadre du travail. Alors, beaucoup de personnes m'ont déjà dit, ouais, mais on ne mélange pas travail et amitié, ou en tout cas dehors. Je suis d'accord. Je pense juste que si jamais tu arrives à un moment où vraiment c'est problématique, tu as essayé par tous les moyens de gérer la chose et que ça ne marche pas, de sortir de ton cadre, c'est toujours mieux. Parce que tu n'es plus dans le même cadre où c'est toujours un peu la même dynamique et autres. Donc, un conseil, c'est toi ou un des autres employés sortir, prendre un petit café et là discuter parce que c'est souvent dans un contexte qui n'est pas celui du travail où tu peux t'exprimer, dire des choses dont tu as envie de parler ou autre. Donc je dirais que ce serait peut-être la jouer comme ça, tu vois. La jouer un peu moins dans le cadre du Ok. travail, la jouer dehors et voir ce que ça donne. Et puis après, si jamais ça marche toujours pas, c'est peut-être de discuter, de se dire, bah, attends, peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Encore une fois, c'est pas un échec. On est une génération c'est une évidence. On va changer 5 à 6 fois de métier, en tout cas de boîte, après de métier chez PEM, en tout cas de boîte. Donc il y a peut-être un moment où il a fait le taf, ça fonctionne plus au mieux, il faut que tu passes à une next step et il faut pas l'amener en mode genre c'est horrible, machin, c'est juste une étape dans la vie. Comme quand tu joues au basket quand tu es petit et ensuite tu passes à la natation parce que tout le monde a changé de sport, bah, c'est le game, c'est pareil pour une boîte. Donc, il faut aussi avoir une approche un peu plus cool de la chose et non pas arriver en mode putain, c'est un truc Ouais. horrible. Ah, mais ouais, je te pose la question parce que justement, c'est assez frustrant justement quand t'essayes de l'aider et ça marche pas. Parce que c'est même pas dans l'idée de. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est justement tu vas pas arriver, je vais dire, ouais, c'est fini, ça va Ouais, pas marcher, c'est fini. Non, justement, l'idée
c'est essayer de comprendre ce qui marche pas, mais je pense que et de l'aider. Mais je pense que le point que tu as dit justement de voir sur la partie personnelle, je pense que ça pourrait être bien. Ouais. Et on va essayer pour voir. Et ça se trouve, c'est peut-être ça le souci. Je te, Épisode 2, on verra. je te dirai. Exact. Donc justement, juste pour revenir sur toujours la première recrue, comment tu fais pour définir son plan de commission à cette personne? Ok, je vais arrêter de faire trop une question. Alors, ça dépend vraiment, vraiment de ton service, ce que tu vends. Si tu es sur du cycle court, moyen, long terme, si jamais c'est des ventes à 20 euros ou à 20 000 ou à 200 000, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un truc un peu Ouais. sommaire, classique. Moi, en moyenne, le panier moyen d'une vidéo, on est aux alentours de 6 000 – 7 000 euros. Ça, c'est le panier moyen. Donc, on a des vidéos à 1 000, on a des vidéos à 50 000. Là, le panier moyen, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que je pense que sur un début, quand tu n'es pas très nombreux, tu peux te permettre d'avoir des BizDev. Alors, BizDev, c'est vraiment le sens, c'est devenu en vogue, ça veut tout et rien dire maintenant. Pour moi, BizDev, c'est une personne qui n'est pas que dans l'opérationnel, genre vraiment en mode SDR, qui est un métier que j'adore, en mode from scratch, tu arrives, tu vas chercher de nouveaux prospects et ensuite tu passes la main à quelqu'un d'autre. Là, le BizDev, pour moi, c'est que tu as une partie un peu en amont où tu réfléchis à la manière dont tu vas aborder la chose, ensuite tu le mets en œuvre. Et tu as aussi la partie un peu fidélisation et closing. Tu as un peu l'ensemble du scope d'un sales. Et je pense que ce sera plutôt sur cette typologie-là Désolé, Facebook m'a trahi. Ça va être un peu sur cette typologie-là de profil que je vais et donc, du coup, je vais l'incentiver, je pense, sur deux choses. C'est une fois qu'il a rapporté un projet. Donc, tu rapportes un projet, c'est bien parce que ça ramène des sous, c'est un projet à gérer. Et aussi à la fin, sur comment ça s'est déroulé. Donc là, ce sera plus genre un point que je fais, j'en fais souvent, tous les lundis, je fais un point avec mon équipe pour savoir comment ça va, les objectifs qui ont été atteints et qui sont à venir. Donc, en tout cas, bref, pour te dire que si un projet s'est très bien passé, c'est super bien mené, que tu as vu que le mec était déter et a vraiment géré la chose au mieux, je fais un variable d'équipe, ce qu'on est en train de faire là dès maintenant. C'est-à-dire que si tout le monde a mis la main à la pâte, c'est dévoué, et ben, tu as aussi un variable d'équipe. Donc, je fais variable fixe, tu décroches un projet, et variable d'équipe en fonction des projets qu'on a réussi à tous amener à bien. Parce que faire très attention sur la partie variable, pour l'avoir fait beaucoup, c'est très bien d'avoir des sharks, des sales qui sont dans le dur, qui kiffent vraiment faire du volume, du chiffre. Attention à une chose, c'est que quand tu donnes beaucoup de variables uniquement attitrées à une personne, alors 7 c'est bien parce que ça challenge tout le monde, donc c'est trop cool. Maintenant, il faut faire gaffe parce que si un mec surperforme, c'est très bien, mais tu as des mecs qui peuvent être très déçus, peuvent se dire putain, le mec cartonne pas moi, donc ça crée des frustrations en interne, ça peut donc du coup créer des mauvaises relations entre tes sales, chose que tu veux absolument pas. Donc de faire les deux, de féliciter des mecs qui surperforment, tant mieux, mais aussi un travail d'équipe en se disant bah, si on a tous réussi à faire ça, et ben chacun se prend un billet en plus et c'est très bien comme ça aussi. Et je pense que c'est majeur d'avoir les deux et non plus un seul, ce qui s'est beaucoup fait, uniquement variable simple. Moi, c'est ce que j'avais quand j'ai bossé dans le recrutement. Bah, c'est cool quand ça marche pour toi, quand ça marche pas, c'est un peu plus chiant. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si, t'as très bien répondu. Justement, pour terminer sur la question, c'est quoi le pourcentage justement que tu donnes, par exemple, ton fixe à ton sales, c'est 50%, tu donnes 25% sur ses variables à lui et 25% sur les variables d'équipe, ou comment tu fais? Je fais 70-30. 70% imaginons qu'il gagne 1000 euros de variable. Je fais Ok. 700 euros qui sont déterminés en fonction de ses objectifs lui personnels et 300 euros en fonction de l'objectif commun, donc d'équipe. C'est quand même principalement sur la personne en tant que telle et c'est normal, et aussi un pourcentage un peu plus faible sur la partie équipe. Ok, ouais, ouais, normal. Ouais. Ouais. Non. Non, non, mais après, c'est bien aussi, comme tu dis, d'avoir ce pourcentage aussi sur la performance d'équipe qui aide à pousser. Parce que justement, nous, on est là actuellement, c'est plus un pourcentage personnel. Mais je connais justement des systèmes de commission où justement c'est différent de ce que tu disais. C'est les top performers, et en fait ils récupèrent les commissions en fait, ceux qui ne remplissent pas leurs objectifs. Ouais. C'est un autre niveau encore, mais enfin, je pense que tu n'as pas une stratégie qui fonctionne sur ça. Donc, mais ça, Ouais. Ce qu'on se disait, ça dépend du marché d'eau et aussi ouais, de la grosseur de ton entreprise. Parce que là, c'est super mignon. Quand tu es moins de 50, tu peux te permettre de mettre en. Et 50, ça commence à être costaud. Mais tu peux mettre en place des choses comme ça. Après, quand tu commences à être 1000, 2000 personnes, il faut aussi avoir la réalité du marché et juste pas être en mode startup mindset, genre ouais, tout est beau, tout est rose. Tu as aussi la réalité qui fait que ouais, il faut processiser certaines choses. Maintenant, là, ce dont tu viens de me parler, je suis
pas certain que je ferais ça quand même parce que là, c'est vraiment Sharky. Non, c'est vraiment Sharky. Et surtout, je préfère pour me dire que j'ai un sales qui a top performé, il a un vrai variable et il se dit, OK, même si tu vois, et c'est pas la meilleure des options, mais même si le mec ne le fait pas naturellement d'aller aider ses potes ou ses Ouais. collègues, se dire au moins je le fais pour l'objectif d'équipe et je vais pousser mon entreprise. Alors même si c'est naturellement pas ce dont il avait envie, ça permet quand même d'avoir une dynamique d'équipe qui est, quoi qu'il arrive, dans les pires des scénarios, quelque chose de plutôt positif. Après, le meilleur des scénarios, c'est que les mecs le fassent par eux-mêmes en se disant j'ai envie d'aider mon collègue pour que ça booste, pour que ça cartonne et que la boîte fonctionne à fond. Mais dans une logique un peu plus gros, voilà, je pense que c'est un peu risqué de te dire ok, je vais choper le variable d'un autre stage. Je trouve ça... Après, je juge pas, mais c'est bon. Non, mais c'était bien d'avoir... Justement, je voulais avoir ton avis sur ça pour voir ce que t'en pensais. La réponse Ouais, non, mais transparente. c'est vrai. Et pour terminer justement sur ce premier sas que tu vas voir, quels sont les outils que tu vas lui donner pour, Ouais, euh, alors, pour qu'il pardon, excuse-moi. pour qu'il puisse commencer justement? Ouais, alors nous, on a quelques petits outils dont on peut parler. Alors sur la partie facturation, je dis des termes, enfin, je te dis exactement les CRM de Costa. Ouais, ouais, vas-y. Sur la partie facturation, ce que je responsabilise moi les personnes pour leur projet. Donc je suis pas le seul à gérer la partie financière. Donc on passe par celle-ci. Celle-ci, donc une plateforme sur laquelle tu peux gérer tes devis et tes factures online. Ensuite, on est sur Pipedrive, donc sur la partie prospection, gestion des projets, et on est aussi sur Asana que Guillaume, un de mes employés, m'a recommandé et que je trouve très cool. Qui permet d'avoir un peu une vision globale d'un projet, savoir dans quelle étape. C'est un peu une espèce de Trello 2.0 qui est plutôt cool. Donc, il bosse sur ces projets-là. Et après, je suis encore sur Excel parce que c'est très critiqué. Mais je trouve que quand tu le fais, alors il faut être extrêmement rigoureux. Moi, je suis un malade mental des données. Je pense qu'il faut capitaliser l'ensemble des datas, des données parce que c'est là où tu peux voir tes pains, c'est là où tu peux voir où tu passes du temps et que ça te rapporte pas assez. Donc, tu peux optimiser tout ça pour devenir une machine. Donc, moi, je suis un grand, grand malade de ça. Et Excel, je trouve que au moins, c'est carré, c'est béton, tu mets ça dedans. Et quand c'est béton et c'est carré, c'est un outil qui est plus que monstrueux. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est Pipedrive, Asana, celle-ci et le fameux Excel. Voilà. Ok, parfait. Et maintenant, j'aimerais passer sur des questions un peu plus générales justement sur la vente. Yes. Quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial justement? Ok. Alors, à l'ancienne de chez ancienne, c'est mon père qui m'a fait lire ça. J'avais lu L'art de la guerre de Sun Tzu. Donc, si tu veux dire, ça n'a rien à voir avec le sale en tant que tel, mais il y avait bien plein de métaphores que je rapportais à ma vie de tous les jours et j'ai toujours été un sales. J'ai pas parlé de mon passé, mais j'ai toujours aimé avoir des projets et autres. Et donc, c'est vrai que j'arrivais à. Au départ, c'était chiant, j'aimais pas lire, j'avais pas envie, mon père me forçait. Et au final, tu vois, après réflexion, je me posais, je me disais, c'est pas débile en fait ce qu'il me raconte. Et j'arrivais avec ces métaphores-là à le retransposer sur vraiment des cas pratiques de sales. Donc, je te dirais ça. Et alors, sans faire de pub pour The Family, mais il y a toujours tout, c'est un des derniers livres que j'ai lu. C'est le livre de la jungle qui a été coécrit par Oussama Hamar, je ne sais pas si tu l'as lu, mais Non, j'ai qui pas lu. parle de la place de l'employé dans la startup. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des CEO, de l'effervescence des startups, mais on oublie aussi un petit peu l'essence des voitures. Donc la voiture, on va dire que c'est l'entreprise. Celui qui la conduit, c'est le CEO, mais tu as aussi tous les roues, la carrosserie, et tout ça, c'est les employés, c'est le nerf de la guerre. Et donc j'ai trouvé ça très malin de pouvoir aussi se faire un focus sur les employés qui sont parfois un peu délaissés, pas mis dans les feux des projecteurs. Et tout ça pour te dire qu'ils font des références à la partie sales. Et j'ai trouvé ça cool parce que c'est en quoi tu performes quand tu es bien dans une boîte. Parce que c'est vrai que le bien-être et la productivité, c'est quelque chose qui est parfaitement lié. Par exemple, je fais les vendredis en remote. Toute ma boîte bosse en remote le vendredi. T'en as plein qui me disent, ouais, mais attends, mais comment tu fais pour contrôler, etc. Et ben, je le fais pas. Et naturellement, je vois que le taf est fait. Et tu vois, c'est comme, alors, je suis pas encore père, mais j'imagine que quand tu éduques un enfant, si tu viens le voir, tu regardes ce qu'il fait, tu le chiades, machin, naturellement, ça fait chier l'enfant, il le regarde, il a envie de faire tout l'inverse. On a tous eu ce sentiment que quand nos parents nous fliquent, tu dis, j'ai limite envie de faire l'inverse pour leur faire chier, à la différence que si ton père te dit, ouais, je te fais confiance, vas-y, je te laisse 3 heures, fais ton truc, bam, bam, tu y pars. Là, tu dis, ok, il m'a responsabilisé, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie que ça marche, donc let's go. Et je pars de ce principe-là. Tout ça pour te dire que le livre de la jungle, il parle de ça, du bien-être au sein des startups, et que ça a été un livre qui a été très enrichissant d'un point de vue sales pour moi. Voilà. Ok, bah c'est très bien. J'ai noté justement pour pouvoir. Je l'avais noté, mais je l'avais pas encore lu en fait. Donc je vais le noter je vais le mettre sur ma to-do list et le lire. Quel est l'achat de 100 euros ou moins qui a plus impacté ton entreprise, justement au niveau des sales?
100 euros, donc 100 euros au moins, qui a plus impacté mes sales. Alors j'essaie de faire référence à Com, c'est peut-être pas le meilleur des. Ah non, mais ou dans une autre expérience, hein, pas forcément sur com. C'est- Ouais, 100 euros. C'est une très bonne question. Je suis sûr que j'en ai plein. Il faut juste que je trouve. Mais je pense pas que ce soit. Bon, tu me mettras un petit cut là-dessus, hein, parce que je réfléchis. Mais, hum, attends, laisse-moi réfléchir. Pas de souci. Qu'est-ce que j'ai mis comme dépense il y a pas longtemps? 100 euros. Ah, franchement, je dépense pas la masse pour la partie sales, c'est vraiment sur l'humain en tant que tel. Et ben, tu veux que je te dise, donc je vais Ouais. répondre à ta question. Et alors, ça va faire bullshitter, il y en a qui vont me dire, ouais, machin. Mais je pense que c'est des dépenses en verre dans des bars pour faire kiffer les gars de ma team. Parce que tu vois, je te dis ça, on a fait un gros tournage mercredi là pour Totem, ce qui était top. On était fatigués, on allait se prendre des bières au resto post-tournage. Et j'ai senti, aussi bien pour moi que pour eux, que le fait de tous se retrouver après un tournage et que j'ai senti, tu sais, tu le sens que tout le monde était bouillant. On s'est tous regardé parce que le tournage s'est vraiment très bien passé et on s'est tous dit sans se le dire, putain, il y a un truc, on va faire un truc monstrueux et on est tous intimement persuadés que Comme ça va être. Quand je regarderai cette interview plus tard, je serais ravi de la voir parce que je sais qu'on va devenir vraiment quelque chose de très gros et de magnifique. Et bref, et ces 100 euros là que j'ai mis pour payer des bières, des coups et se démonter un peu la gueule, et enfin, j'ai senti que ça avait créé quelque chose d'encore plus fort. Et tu vois, tu peux mettre 500 balles pour payer des cartes de visite, pour des trucs, mais si les mecs, ils n'ont pas ça en eux, ils n'ont pas cette petite flamme, au final, ta peanut, à la différence de ces 100 euros là qui sont, alors je disais des bières, ça peut être des tapas, hein, mais qui fait que tu te retrouves avec ta team et que tu leur montres que bah, c'est pas juste des employés qui vont être là de 8h à 10h, je vais dire à 20h, je vais me faire engueuler, de 8h à 16h. Mais voilà, c'est vraiment le côté genre, ouais, je fais attention à eux, on est ensemble et c'est la team qui fait que ça va fonctionner. Voilà. Dans les 5 dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta vie de fondateur? Alors, est-ce que j'ai pas saisi un mot? Tu peux me redire la phrase, excuse-moi? Ah, pardon, ok. Dans les 5 dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta vie de professionnel? Eh ben, c'est la position yes man. C'est un sujet dont on parle beaucoup avec Olivier, donc mon meilleur pote, le CEO de Kimono. C'est vrai que moi, j'ai été de base en mode sur mes projets, chez moi, vachement à j'ai toujours bossé, j'ai toujours bien aimé ça, mais il était en mode soit plus opportuniste, dans le bon sens du terme, ouvre-toi à aller aussi rencontrer les gens un peu plus, c'est ça. Alors, je suis pas du tout introverti à rester chez moi, mais c'est juste que c'est vrai que j'avais tendance à préférer bosser que de sortir. Et c'est la position de se mettre en mode yes man. Il y a quelque chose qu'on me propose, je dis oui. Et je pense, Yes Man, je sais pas si tu as vu le film avec Jim Carrey. J'ai vu. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui dit un peu non à tout, qui est pas bien dans ses bases, qui loupe beaucoup de choses dans sa vie. Et il y a un jour où il suit un programme et on lui dit, OK, ton deal, c'est dire oui à tout. Et tu verras, il t'arrivera des belles choses. En l'occurrence, il arrive des super choses. Alors, je dis pas qu'il faut dire oui, si on te dit saut du balcon, on dit oui, c'est pas ça. Mais je te dis juste que quand tu as un truc qu'on a tous et c'est naturel, c'est humain de se dire on a la flemme, il fait moche, je suis chez moi, je suis bien. Et ben, de se pousser à dire oui, à créer des rencontres, des opportunités, à s'ouvrir. Et je pense que de se mettre dans ce mood-là, donc on en revient à ta question qui est plutôt sur le sujet comportemental, c'est de s'ouvrir, de changer de mindset et de sortir un peu de sa zone de confort au quotidien. Alors c'est dur, il y a des fois où tu y vas et ça sert à rien sur le moment, mais au final, toutes les fois où tu auras dit oui, et ben la fois où ça va payer, et ben, c'est la résultante de toutes les fois où tu auras dit oui consécutivement et qui ne se sera pas forcément passé les choses, mais il t'arrivera que des bonnes choses. Donc je pense que je dirais, la réponse pour faire simple et résumé, c'est au niveau d'un point de vue comportement, de s'ouvrir, d'être en mode yes man attitude et ça apporte que des bonnes choses. Donc, voilà. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui commence dans la vente? Personne qui commence dans la vente, c'est se mettre dans le dur direct. Parce que c'est vrai que c'est très bien, mais tu as plein d'écoles, écoles de commerce, c'est un peu le truc que beaucoup font, qui t'apprennent beaucoup de théorique, c'est très cool. Mais je pense qu'il manque aussi un peu de concret et surtout un peu de concret. Et tu vois, tu as plein de nouvelles écoles qui se montent là sur des formats où tu es 4 à 6 mois, où tu es dans le dur, tu es dans l'opérationnel, tête des startups dans le concret. Donc ce que je dirais, c'est, et je ne te parle pas de formation payante ou autre, parce que je pense que tu peux te démerder maintenant sur Internet pour faire 1 milliard de choses, mais c'est se mettre dans le concret, c'est se dire, ben, j'ai un truc à vouloir vendre, au lieu de le mettre sur eBay, machin, j'essaie dans le dur, je vois comment ça marche. Et vraiment de se mettre dans le concret direct, parce que c'est comme ça qu'au final, tu performes le mieux, surtout sur un sales, même si du théorique, c'est important, surtout quand tu es sur des steps où c'est un peu plus data, stratégique, et voilà, tu as d'autres sujets qui arrivent, mais sur le dur, c'est vraiment de se mettre dans le concret.
et te dire, tu as toujours des potes qui montent une boîte, bah aide-les. Genre, si jamais tu es vraiment early, tu les aides. Ils vendent un nouveau parfum, l'arôme de dessous de bras, j'en sais rien. Bah go, tu essaies de le vendre et tu te mets dans le dur pour essayer de vendre tout ça. Et de toucher au concret, ça permet vraiment de se faire une idée déjà de savoir si on aime ou on n'aime pas et vraiment de mettre le nez dedans pour performer à fond. Et quel conseil devrait-elle ignorer? Quel conseil Devrait-elle ignorer? Quel conseil devrait-elle ignorer pas mal, je pense. Hein. Donc, c'est, quel conseil devrait-il ignorer? Combien de fois on a entendu des. Il faut que je me rappelle des fois où on te balance des trucs un peu bullshit sans arrêt. Ouais, il y en a plein, mais déjà une personne qui conseille, c'est déjà bien. Mais attends, je pas envie de te sortir un truc. Quel conseil devrait-il ignorer? Ouais, si jamais je devais répondre à ta question, donc quel conseil devrait-il ignorer? C'est le fait de dire que ouais, quoi qu'il arrive, ça va aller mieux, tout arrive toujours bien. Le positivisme, c'est très bien, il faut être dans cette mindset-là, mais si tu ne bouges pas, il se passe. Donc souvent, quand les gens disent non, mais t'inquiète, ça arrivera un jour, il faut juste que tu t'y attendes, que tu y crois, etc. Oui, mais il faut se mettre en position 2 pour pouvoir faire en sorte que ça arrive. Donc vraiment se mettre en position open et j'avance pour que ça fonctionne vraiment. Voilà. Ok, très, très bonne réponse, je trouve. Et on arrive sur la fin justement de l'interview. Justement, dernière, plus un petit challenge justement pour ceux qui sont en train de nous écouter sur le podcast. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain pour s'améliorer dans leur poste de vendeur? Je dirais, alors ça va faire un peu une redondance avec ce que j'ai dit avant, mais je dirais de se mettre en mode yes man. Alors non pas là sur l'ouverture d'opportunités, quoique si aussi, mais c'est de dire dès que j'ai un client qui m'envoie chier, et ça arrive souvent et c'est normal quand tu es un sales, c'est je me le note et je vois comment est-ce que je peux changer ça dans le process de vente. Par exemple, tu as un mec qui dit ouais mais c'est toujours trop long. Je te donne l'exemple simple, mais ouais la commande elle est arrivée beaucoup trop tard, etc. Ok, beaucoup trop tard, délai de livraison, comment je peux optimiser ça? Et vraiment de se mettre en mode ouverture d'esprit. Donc c'est vrai qu'on essaye, on a une formation, on te dit de faire comme ci, de faire comme ça et c'est bien, il faut être dans l'opérationnel et parfois pas se poser de questions et avancer. Mais il faut aussi avoir du recul en se disant ok, quand il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas, il faut que je me pose pour voir comment je peux l'optimiser. Et donc je dirais vraiment en mode yes man, propre au poste de sales. Voilà. Ça marche. Bon, bah merci Harold pour avoir accepté l'invitation et je te dis à bientôt. Merci à toi, Eric. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!